Bonsoir à tous et toutes. L'IA, c'est un vrai sujet. Ça a surgi, enfin en tout cas pour nous, et effectivement Laurie va être un petit peu plus précise que je ne le suis, mais pour nous, ça a surgi il y a 2 ans, tout d'un coup. Ce truc bizarre hein, sur lequel on s'est tout d'abord insurgé, et puis après on s'est dit qu'il fallait quand même connaître un petit peu. Puis après, on a vu que le design s'en emparait énormément. Donc, notre rôle ici à l'école, c'est d'informer, évidemment de former et je dirais de ce que j'appelle maîtriser la bête. En tout cas, voilà, à partir de là, l'année dernière, on avait fait une conférence avec 4 anciens étudiants qui avaient des points de vue différents et une utilisation différente les uns des autres, chacun dans leur agence et à des âges différents. Là, cette année, j'ai décidé d'inviter Laurie, que j'ai rencontrée tout simplement par ses propos et ce que j'ai vu d'elle sur LinkedIn, où elle faisait déjà des conférences, elle en parlait, elle travaillait. J'avais vraiment envie que ça soit vraiment un ou une designer qui travaille de l'image et qui vienne témoigner de son travail et de toutes les problématiques. Là où l'année dernière, on était plutôt sur une réflexion intellectuelle autour de l'IA. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien, est-ce que c'est utile, pas utile, etc. Donc voilà. Donc bienvenue Laurie, elle nous vient du Nord. Hein. Elle a traversé la France et le froid pour venir. Et on est ravis de t'accueillir. Tu vas te présenter mieux que je ne peux le faire. Si ce n'est que réellement, on s'est rencontrés, je dirais, virtuellement, mais par la force de ses propos, et j'avais pu voir aussi quelques extraits de tes conférences qui sont sur les réseaux. Voilà, je te donne la parole. Merci Catherine de m'avoir invitée. Merci d'être là pour la conférence. J'espère que ça vous intéresse parce que j'ai pris 3 trains et un métro pour venir. Je me suis levée à 4h30 du mat. Donc du coup, voilà, j'espère que ça va vous intéresser. Le thème, c'est l'IA en agence, tendance ou réelle révolution. Est-ce qu'on est dans la période des NFT et ça va s'arrêter, ou est-ce qu'on est vraiment dans quelque chose qui est en train de continuer et qui va sans cesse évoluer? Spoiler, oui, ça va sans cesse évoluer. Voilà, à la conférence. Non, je déconne. Alors, on y va. Donc déjà, je vais contextualiser en présentant un peu mon parcours. Je présenterai également l'agence dans laquelle je travaille. Ça vous permettra de cibler un peu ce qu'on fait en tant que directrice artistique dans cette agence et les clients pour lesquels on travaille et pourquoi je vous présente les différents projets. Et je ferai un petit disclaimer aussi sur vraiment l'objectif de cette conférence. Donc actuellement, je suis directrice artistique à l'agence Adrénaline depuis 9 ans. J'ai 12 ans d'expérience dans le design graphique. Donc vous l'aurez compris, entre deux, je suis partie. J'ai fait assistante de communication et chargée de communication. Et puis, je suis revenue à mes premiers amours en tant que directrice artistique dans cette agence Adrénaline. J'ai 2 ans d'expérience dans le prompt engineering. Ça fait toujours classe de le dire. En gros, vous rentrez des textes et puis vous générez une image. Et je suis à mes heures perdues, formatrice en IA générative d'images et de vidéos quand mon planning le permet, c'est-à-dire assez rarement. Pour le début de mon parcours, moi j'ai commencé comme vous dans une école qui a été financée par la CCI. Donc j'étais à C.com à Roubaix, j'ai fait 2 ans là-bas. Auparavant j'ai fait une année de Beaux-Arts, donc du coup j'ai pu étudier la typographie. J'ai également utilisé un appareil argentique, j'ai développé les photos, donc tout ce qui est un peu manuel, donc on n'était pas tout de suite dans l'informatique. Je suis partie en C.com où on était un peu plus dans le marketing, où j'ai fait 2 ans d'apprentissage en agence, donc du coup à l'agence Adrénaline. Et ensuite, ils m'ont embauché en CDI et c'était parti pour le début de la carrière. Donc j'ai commencé en print. Oui, j'ai 35 ans. J'ai commencé en print et je me suis ensuite spécialisée en web. Et pour ça, je vais vous présenter Adrénaline, qui est une agence de branding digital activation, 100% télétravail. Oui, on travaille de chez nous en 100%. Et on est 100% engagé, donc on est une agence labellisée RSE. Donc il y a aussi un équilibre à trouver entre les IA qu'on utilise et du coup le RSE, pour rester cohérent. Adrénaline, elle a 30 ans, donc en fait elle a commencé par faire, comme toutes les petites entreprises, petites agences du Nord, du catalogue.
moi, je suis arrivée en print et ensuite, on a pris le tournant du web. Et là, on est en train de prendre le tournant de l'IA. Donc, on a déjà connu une première révolution qui était le web. Et là, on connaît une deuxième révolution qui est l'IA. Ça, c'est nos clients. Donc voilà, on a des clients dont on est très fiers. On va commencer donc dans le vif du sujet. Ah, le petit disclaimer. Ouais, je suis pas là pour évangéliser les IA. Moi, j'accepte qu'on soit contre. J'accepte qu'on ne veuille pas les utiliser. J'accepte qu'on ne voit pas l'intérêt par rapport au workflow que vous avez actuellement. Je suis là pour faire un état des lieux de comment on l'utilise en agence. Qu'est-ce que ça change pour nous actuellement au niveau des clients, au niveau des devis, au niveau de la cible. Mais voilà, si vous avez des contre-arguments, si vous avez envie d'exprimer le fait que vous êtes contre, que vous ne voyez pas l'utilité, il n'y a aucun souci, on peut en débattre. Je suis tout à fait ouverte à ça. Donc, de quand date la première IA créative, à votre avis? Est-ce que ça a apparu d'un coup en septembre 2022 ou est-ce que c'était bien avant? Bien avant? Ouais, Photoshop. Ok. 1960. 1960, Harold Cohen, en fait, c'est un artiste informaticien britannique qui a développé le programme Aon. Et avec ce programme, dont je vais juste vous montrer la slide d'après, en fait, il a pu faire une IA qui a généré les premières images. Donc, pas comme nous, on le connaît actuellement, c'est-à-dire via un ordinateur, etc. C'est d'une toute autre façon. Vous avez ensuite, vous l'avez très justement dit, donc en 1982-2000, les logiciels qu'on a pu connaître, enfin pour ma part, donc AutoCAD, SketchUp, Adobe CC, qui utilisaient les IA, qui intégraient les IA, qui continuent de les intégrer pour Adobe, et les LLM qui font leur entrée en juillet 2022, donc DALL-E, Midjourney, Leonardo AI et ChatGPT qui a bousculé un peu tout ça en septembre, parce qu'il a changé la façon dont fonctionnent les IA. Je ne vais pas rentrer dans le vif du sujet parce que là, on en a jusque minuit. Mais en gros, voilà, c'est ça la petite histoire. Et donc, Harold Cohen, en fait, il a conçu des œuvres d'art et des dessins de manière complètement autonome. Donc, il a fait le premier gadget, on parlera du terme gadget, le Turtle, qui est une machine capable de se déplacer sur une surface de 3 x 9 mètres avec un stylo. Donc, vous avez juste l'image juste là de Turtle. Et voilà ce qu'il a été capable de faire juste avec son IA. Donc ça, c'est sa machine qui a dessiné ça. On va partir sur des bonnes bases. Je vais donner quelques définitions. Alors, je vais faire ce début de conférence chiant, mais après, je vais vous montrer des trucs sympas. Vous inquiétez pas, ça va pas être comme ça pendant 1 heure. Qu'est-ce qu'une IA? Donc ça, c'est la définition du Parlement européen. C'est tout outil utilisé par une machine afin de reproduire des comportements liés aux humains, tels que le raisonnement, la planification et la créativité. Et ça, c'est hyper important pour tout ce qui est législation, on le verra juste après. Et plus précisément, donc ça, c'est un petit texte que j'ai écrit avec plein de mots en mandarin. Midjourney et ChatGPT sont des IA génératives appartenant à la classe des grands modèles de langage qu'on appelle LLM. Donc ça, je vous donne tout ça parce que c'est peut-être des termes que je vais employer. Et donc, si vous vous posez la question, au moins, vous aurez la réponse. Elles fonctionnent grâce à un système d'entraînement basé sur le langage naturel, NLP. C'est-à-dire qu'ils ont une base de données sur lesquelles elles sont entraînées et c'est grâce à ça que vous pouvez générer des images ou du texte, etc. Pour les faire fonctionner, il faut entrer ce qu'on appelle un prompt. Donc, c'est le texte que vous entrez directement dans l'IA contenant un nombre de tokens. Donc, c'est les mots qui vont être contenus dans ce prompt. L'IA génère un texte ou une image grâce à un système de prédiction. Donc, c'est-à-dire que vous allez lui donner une idée et avec cette idée, elle va partir dans ce qu'on appelle l'espace de recherche pour vous donner la meilleure solution. C'est pour ça que ChatGPT ne vous dira jamais, sauf si vous lui demandez « je ne sais pas répondre à ta question ». En fait, on appelle ça aussi des hallucinations, c'est-à-dire qu'il va vous dire n'importe quoi, mais lui, son objectif, c'est de vous trouver une réponse à ce que vous demandez, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Qui peut parfois générer des erreurs que l'on appelle hallucinations. Donc c'est valable autant en texte qu'en génération d'images avec les 6 doigts très connus dans les images.
On va voir un peu les IA les plus performantes en design. Donc, j'ai fait un petit topo. Donc, en image, on va avoir Midjourney que vous connaissez tous, j'imagine. Donc, c'est une plateforme de génération d'images. Vous allez avoir Leonardo AI, qui lui est un concurrent de Midjourney et qui propose beaucoup plus de fonctionnalités, donc autant l'upscale, autant génération vidéo, entraînement de style, entraînement de personnages, etc. On va avoir FreePic, qui lui, alors lui c'est carrément du racket, hein. Quand vous générez des images dessus, ça vous coûte un nombre de crédits phénoménal. Mais il fait de l'IA vidéo, de l'image, il va réimaginer des styles, vous allez pouvoir faire l'entraînement de modèles. Il est assez complet. Adobe Firefly, pour ceux qui connaissent. En fait, Adobe, vous avez la suite Adobe, c'est-à-dire Photoshop, Illustrator, tous les logiciels qu'on peut connaître. Mais Adobe a aussi une plateforme qui s'appelle Firefly, sur laquelle vous pouvez faire de l'IA, générer des images. Bientôt faire de la vidéo, ils n'ont pas encore ouvert l'accès, mais c'est en cours. Alors, ConfigUI, alors c'est là qu'on va parler un peu mandarin. Donc là, vous avez Stable Diffusion et Black Forest dessus. Donc pour ceux qui font un peu de motion design, alors je crois que DaVinci fonctionne comme ça et la 3D également. En fait, c'est organisé en blocs, c'est-à-dire que chaque bloc va avoir sa fonctionnalité. Je vais prendre un exemple simple. Vous avez un bloc qui va permettre de générer l'image, vous avez un bloc qui va permettre d'upscaler l'image, vous avez un bloc qui va pouvoir générer de la vidéo. Et en fait, grâce à ça, donc vous êtes totalement local, vous êtes indépendant, c'est sur votre ordinateur et ça ne peut pas être refilé à d'autres personnes. Pour moi, c'est l'avantage du local. C'est-à-dire vous allez pouvoir faire un workflow complètement personnalisé. Vous allez pouvoir entraîner des personnages, reprendre ce qu'on appelle ce LoRa, donc on appelle ça un LoRa, et on va pouvoir l'utiliser dedans directement. Donc vous avez plusieurs images d'un personnage, vous l'entraînez, et vous allez mettre un prompt et il va générer une image avec ce personnage que vous avez entraîné. Au niveau vidéo, là on va avoir Kling AI, donc ça c'est une IA, donc là pour le moment c'est la plus performante en version 1.6 Pro, donc c'est la plus performante en vidéo qui donne des résultats ultra réalistes. Je vous montrerai après les résultats. Runway qui lui permet de faire pas mal de choses, comme par exemple définir un angle de caméra sur une image. Donc en fait, vous allez avoir une image fixe d'un personnage dans une certaine position et vous allez définir que votre caméra va venir devant le personnage et en fait, il va tourner dans l'image. Donc vous allez avoir une vidéo, vous allez tourner dans l'image, en fait, vous allez avoir le personnage de face. Ailuo AI, donc ça c'est également une IA chinoise. Donc Runway, on était sur une IA américaine, là on est sur une IA chinoise. Donc la guerre des IA, c'est aussi une guerre économique, hein. C'est pour ça que ça n'arrête pas d'avancer depuis 2 ans. Ailuo, lui, il est fort dans tout ce qui est animation d'illustration. Pour la voix, on va avoir Eleven Labs. Donc là, c'est pareil, hein, c'est ce qui fait un peu flipper, c'est que vous prenez la voix de n'importe qui, vous l'entraînez, vous lui faites dire n'importe quoi. C'est pas l'objectif, mais il faut le savoir. Au niveau musique, on va avoir Suno. Alors eux, ils sont actuellement dans une panade par rapport à leur base de données, parce qu'apparemment, ils se sont entraînés sur une base de données illégale, un peu comme toutes les IA qu'on connaît en fait. Mais c'est un des meilleurs pour pouvoir générer de la musique. Upscaler. Donc les upscalers, il y en a 2. Ici, je vous mets la suite aux bases, mais il y en a d'autres. Vous avez Upscaler, justement, qui est en local et qui est totalement gratuit par rapport à celui-là qui est hors de prix. Lui, il va pouvoir, en fait, ce type d'upscaler, c'est vous avez une image en mauvaise définition, il va la remettre en bonne définition. Le deuxième type de scaler que vous avez, c'est ça, c'est Magnifique AI. En fait, vous allez lui donner une image, par exemple, là, c'était du 2D, Tomb Raider, PlayStation 1 ou 2, je ne sais plus. Et en fait, il va vous le faire en réaliste. Vous vous souvenez, je vous ai parlé des hallucinations. En fait, cet upscaler, il va se servir des hallucinations pour recréer une image. En fait, il va faire preuve de ce qu'on appelle de créativité, je mets ça entre guillemets.
les LLM, bien sûr, ChatGPT, et vous avez aussi Mistral, je ne l'ai pas mis là, mais vous avez Mistral AI qui est en local et qui est totalement gratuit. Pourquoi j'insiste sur le gratuit? Parce que la facture commence à monter au niveau des IA, on va le voir juste après. Est-ce que l'IA est un gadget? Ça, c'est la grande question. Tout ce qu'on voit passer pour ceux qui sont sur LinkedIn. Alors moi, j'ai pas d'autres réseaux sociaux que LinkedIn, donc je vais beaucoup parler de LinkedIn. Je suis désolée, ça fait un peu boomeuse des années. Voilà, ça fait un peu boomeuse de 35 ans, mais on va beaucoup parler de LinkedIn. Moi, je vois passer des trucs sur LinkedIn. Je me dis waouh. Alors, je vais vous mettre une première vidéo. C'est moi qui l'ai faite. Je l'ai mis dans la rubrique gadget parce que c'était pour participer à un concours. J'avais pas le temps, j'ai fait ça rapidement. Mais en gros, c'est pour Halloween. Hein. Je suis pas fan de. Bon, c'est hyper mystique. Hein. Donc j'avais fait ça, j'avais généré les images directement avec Stable Diffusion, donc en local, ce que je vous avais montré. Et j'ai fait l'animation avec Runway. Et après, j'ai fait mon petit montage sur un montage de vidéo. Ça m'a pris 20 minutes. Voilà, en gros. Donc ça, c'est le côté un peu gadget. Alors, normalement, quand je vais baisser, il va me la relancer. Voilà. Vous avez aussi ce qu'on appelle l'IA Art, donc les nouveaux IA artistes. Qu'est-ce que j'ai pu voir de nouveaux DA sur LinkedIn depuis 2023? C'est fou, hein? Tous ces gens qui n'ont pas fait d'études en direction artistique sont d'un coup devenus DA. Donc ça, c'est des images que j'ai faites sur Midjourney. Je les ai générées. Je ne dirais jamais que je les ai créées, parce que pour moi, je ne les ai pas créées. En fait, l'IA a fait le taf. Moi, j'ai cherché le prompt, mais j'ai généré les images. Voilà. Bon. Je me suis laissé avoir par l'IA Art. Voilà. Création accessible à tous. Je vous présente Monique, comptable fictif, fan de Midjourney. Donc les outils deviennent de plus en plus accessibles pour les non-designers et leur utilisation est facilitée. Moi, c'est un peu ce qui m'a fait flipper il y a 2 ans, quand j'étais encore sur LinkedIn. J'ai commencé à voir des gens qui n'étaient pas du tout designers me sortir des visuels de fou. Et je me suis dit, waouh, c'est quoi le délire? Ok, mon métier, qu'est-ce que ça va devenir? Si déjà les clients, ils arrivent... Alors déjà, les clients, des fois, ils vous envoient des croquis, hein, des croquis ou des maquettes qu'ils font eux-mêmes. Ils vous disent, bah, on veut ça. Alors là, je me dis, avec les IA, ça va être une catastrophe. Ils vont aller sur les IA, ils vont nous faire leur truc. Au final, non, ça va pas pour le moment. Mais Monique, ce qu'elle est capable de faire, en fait, juste avec un prompt aussi simple, elle est capable de sortir des images comme ça. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? En fait, moi, ça m'a fait tout de suite flipper et je me suis dit, soit je contre-argumente et je suis complètement contre les IA et j'en veux pas et je continue mon métier comme je le fais, ou soit je me dis, je me mets à fond dedans, j'essaye de voir les limites et de voir ce que moi, je peux ajouter en tant que designer par rapport à quelqu'un qui ne serait pas designer et qui l'utiliserait. C'est le parti pris que j'ai pris, c'est-à-dire que là, depuis 2 ans, je ponce les IA à fond, c'est-à-dire toutes les IA, images, vidéos, sons. J'essaye de faire des workflows en projet personnel, je le précise bien, c'est important. En projet personnel, mes workflows sont 100% IA pour voir quelles limites on a sur chaque IA, sur chaque type d'IA en fait. Pourquoi l'IA va-t-elle devenir indispensable dans notre métier? La grande question. Personnalisation des campagnes, moins de temps perdu sur les banques d'images. C'est vrai qu'en agence, en tout cas à Adrénaline, on n'a pas beaucoup de temps pour faire tout ce qu'on appelle appel d'offres, etc. En plus, ces appels d'offres, c'est pas payé, mais c'est indispensable pour aller chercher les clients. Et le temps perdu sur les banques d'images où on arrive sur Getty, on se dit « Waouh, super visuel, waouh, 400 balles ». Non. Donc là, en fait, avec l'IA, vous allez pouvoir définir par exemple des couleurs et pouvoir obtenir vos visuels avec les couleurs de la charte. Ça peut vous permettre de voir un peu plus en amont les idées que vous avez en tête, voir si c'est exploitable déjà, faire le tri aussi dans vos idées. L'open pose, alors ça c'est en IA locale, je reviens avec mes IA locales. En fait, vous entrez un personnage dans une pose, lui il va le transformer en pose filaire, et en fait, vous allez pouvoir générer votre personnage directement dans cette pose. Donc après, on va dire qu'on manque de contrôle avec l'IA, mais pas du tout quand on utilise les bonnes IA. C'est pas du tout le cas.
Raison numéro 2, donc j'en parlais, tester rapidement la faisabilité et la crédibilité d'un projet par rapport au brief sans perdre de temps en montage. Ça, c'était un brief qu'on avait eu, donc je ne vais pas citer client malheureusement, mais on a pu voir si ça fonctionnait, si ça ne fonctionnait pas, on les a mis en affiche et voilà, ça ne nous avait pas fait perdre de temps. C'était de montrer que les produits automobiles pouvaient avoir des super pouvoirs. Et donc, on a pu faire ça ultra rapidement parce que l'appel d'offres devait se tenir sur 3 jours. Donc, en 3 jours, arriver, parce qu'il n'y avait pas que cette idée-là, il y avait 3 autres idées. Il fallait faire tout un concept pour pouvoir convaincre le client. Donc, ça nous a permis de gagner du temps à ce niveau-là. Aller plus loin dans ces concepts créatifs et combler ces lacunes grâce aux IA. Donc, par exemple, ici, c'est ConfiUI. Vous entrez l'image de ce portrait statue de face et lui peut vous le générer de dos. Donc ça peut être une utilisation aussi. Par exemple, si vous trouvez l'image d'un personnage et vous dites « bah mince, j'adore ce personnage, mais j'aimerais bien qu'il soit dans une autre position », bah ça, c'est possible. Croquis 3D, vous emballez pas, c'est pas le mien, je ne dessine pas comme ça. Mais en gros, vous pouvez repartir de votre croquis et demander à l'IA de venir l'habiller. Donc, si vous êtes bon en dessin mais que vous n'êtes pas bon en 3D, ça peut aussi vous permettre de combler des lacunes et vous garder votre idée de base. Raison numéro 4, ce que le client veut, son budget. Alors ça, on est d'accord pour ceux qui travaillent en agence. On le connaît, ce client qui veut une super vidéo et qui, au final, vous dit « Ah bah oui, mais moi, j'ai que 1 000 € de budget. » Ok. Bon, bah ça, par exemple, du coup, l'IA, elle peut devenir un peu plus accessible. Alors, attention, par contre, à ne pas, du coup, faire baisser les devis et que ça ne devienne pas un argument. Que les gros clients qui ont du budget ne viennent pas vous voir en disant « Bah oui, mais vous l'avez fait par IA, du coup, on fait baisser le budget, quoi. » Donc ça, il y a tout un équilibre à trouver au niveau de la facturation. Mais ça, on va en avoir, hein. De toute façon, des clients qui vont arriver comme ça. Quelques cas d'utilisation en agence. Alors, il y a deux sortes d'IA. Moi, je les répartis en 2 types. Vous avez les IA qui sont ultra visibles, où ça va poser des questions d'éthique, etc. Et vous avez les IA qui sont un peu plus techniques, où là, ça va être vraiment dans votre process, où vous n'avez pas besoin de justifier que ça a été fait par IA. Par exemple, là, je vous donne un exemple, c'est tout simple. Je suis partie d'une image originale Adobe Stock et je suis venue la transformer pour pouvoir avoir le champ de fleurs derrière, pour pouvoir lui rajouter un chapeau et lui rajouter le sac sur lequel on communiquait. Ici, pas besoin de spécifier que c'est de l'IA. On ne va pas aller faire un post LinkedIn en disant « Hey, on a utilisé de l'IA pour ce projet-là. » C'est du technique, en fait. C'est comme quand vous remplacez la plume pour détourer par la nouvelle fonction de Photoshop pour pouvoir détourer. C'est exactement la même chose. Pareil pour mettre... alors, je m'utilise aussi pour mettre des produits en ambiance. Avant, moi, j'allais sur les banques d'images et j'essayais de trouver le bon angle, etc. Et là, du coup, avec Midjourney, vous pouvez mettre directement votre image en PNG et vous sélectionnez le fond, vous entrez votre prompt et en fait, il vous génère l'arrière-plan donc dans le bon angle et avec la bonne lumière. Donc après, il y a un photographe qui est venu retoucher, reprendre en photo le produit et que je suis venu incruster après directement dans l'ambiance. Parce que les photos en ambiance coûtent plus cher que des photos en détouré aussi. Toujours une question de budget. Cas numéro 2, des images adaptées à H5. Donc, on l'a vu tout à l'heure. Donc là, j'avais une couleur spécifique à respecter. Du coup, on a fait tout un petit document avec cette couleur-là directement. Ici, c'est la même histoire que pour l'appareil. J'ai généré une image avec Midjourney, donc j'avais mis la voiture verte, je l'avais mis en référence dans Midjourney. Il m'a généré cette image avec une voiture dans le même angle, et là j'ai pu retoucher mon image dans Photoshop. J'ai pu changer le fond, j'ai changé la route et j'ai changé les feuilles selon les retours du client. Numéro 4, illustrer un concept. Alors, ouais, l'image de gauche, c'est du DALL-E. Bon, voilà, c'est le réalisme que vous pouvez obtenir avec DALL-E sur ChatGPT. Et l'image de droite, ça va être du Midjourney. Mais par contre, du coup, je me suis servi de l'image de gauche en image de référence pour obtenir l'image de droite. Et ça permet aussi aux clients de se projeter. Là, on avait un concept où on voulait distribuer
des petits appareils à bulles avec le logo de la marque dessus. Et donc, du coup, le client voit, OK, ça peut donner ça si on commence à distribuer ça dans les supermarchés. Cas numéro 5, créer et animer une mascotte. Donc ça, c'est une petite mascotte que j'avais générée. Et en fait, après, avec l'IA vidéo, donc il n'y a pas de son, c'est normal. Voilà, on peut venir l'animer comme on veut. Donc là, j'ai laissé l'IA me proposer quelque chose, mais à savoir qu'on peut utiliser une IA qui s'appelle, alors c'était pas Minimal, c'est Mimic Motion en local. Et donc, vous donnez un personnage qui fait certains gestes. Et sur votre mascotte, vous allez pouvoir coller ces gestes qui sont faits en vidéo. Donc, vous allez pouvoir avoir plus de contrôle. Et là, il y a quelque chose qui est en train d'être développé aussi. C'est, on va pouvoir, par exemple, prendre sa main droite et la lever précisément, son pied droit et le lever précisément, et générer une vidéo comme ça avec les gestes qu'on aura choisis. Ah ouais, c'est là où on arrive au plus marrant. Alors, avant de vous montrer ça, pour vous donner un peu de contexte, le personnage que je vais vous montrer, c'est une influenceuse IA que j'ai créée. Donc, c'est une influenceuse sur du JDR pour ceux qui font du jeu de rôle. Bref, pour l'histoire. J'ai tourné ça un dimanche matin, j'étais pas coiffée, j'étais pas maquillée. Je me suis dit, de toute façon, personne va le voir, on s'en fout, ça va être calqué sur l'avatar. Au final, je le présente en conférence et en plus, je chante. Donc voilà. Plus aucune dignité. Allez, c'est parti. Donc là, on a les mimiques en fait qui sont mes expressions qui sont directement mises sur l'avatar. Oui, j'ai une batterie électronique derrière moi, je fais de la percussion. Voilà, bon ça c'était le cadre, elle était échouée sur une île déserte avec Jack Sparrow et du coup elle a commencé à chanter ça. Bon bref, voilà. Donc vous pouvez faire ça déjà. Et ensuite, alors tout ce qui est illustration, donc là j'avais généré une illustration avec Midjourney et j'ai pu avec Midjourney du coup obtenir tout un package d'illustrations par rapport au style que j'avais généré. Présentation d'un workflow complet pour un projet vidéo. Je vais vous montrer 3 pubs vidéo que j'ai réalisées dans le cadre d'un projet personnel et un concours. Donc là, c'est pour une vraie marque. Le troisième, on va s'y attarder parce que c'est le cas le plus intéressant, mais à savoir que mon workflow est toujours le même, le workflow que je vais détailler. No way. Next. Seriously? No, 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 no. And no! I want a creation. Original, incredible. Donc je précise que ça a été fait en septembre, on a évolué au niveau des personnages vidéo. Ouais, elle fait flipper, hein, on est d'accord. Je vais vous marrer. Mais ça a évolué, hein. J'ai fait avec ce que j'avais à l'époque, donc je suis désolée. Ensuite, une deuxième. Donc là, c'est pareil. Un endroit où la nature est reine, où chaque fruit est cultivé avec soin, mûri au soleil et cueilli à la main au pic de sa perfection. Nous avons capturé toute cette fraîcheur et cette pureté dans notre boisson 100% pur jus de fruits naturels. Chaque gorgée est une explosion de saveurs, une caresse pour vos sens. Savourez la fraîcheur, partagez le plaisir. Offrez-vous ce que la nature a de meilleur. Notre engagement, 100% pur jus, 100% naturel, 100% pour vous, naturellement irrésistible. Quand je me dis que j'ai passé 5 jours dessus et que maintenant on peut le faire en 2 jours, ça me fout un peu les boules. Et la dernière, si elle veut bien. Hop. Donc alors.
Bon, allez pas chercher la marque, elle n'existe pas, quoi. Donc ça, c'était pour un appel d'offres, c'était juste pour donner une idée au client. En gros, les chiffres clés sur celui-là sur lequel je veux m'attarder parce que c'est celui qui m'a posé plus de problèmes. 48 heures de travail, 7 IA utilisés, sans images générées, 172 € de budget. Donc pour avoir ce truc de base. Étape du workflow vidéo, donc je procède toujours pareil, création des prompts dans le chat GPT. Avant, je les créais moi-même. Maintenant, j'en ai marre de perdre du temps avec ça. Donc du coup, je donne mon idée à ChatGPT, il me crée les prompts. Je génère mes images sur Midjourney et sur Flux, qui sont Flux et en local. Je retouche mes images sur Photoshop parce qu'il y a toujours des hallucinations. Je scale mes vidéos avec Leonardo, mes images avec Leonardo, j'anime mes images avec Runway Kling et je fais le montage sur After Effects. Donc là, je répète que c'est des projets perso, je fais du 100% IA juste pour les tester et pour voir les limites. Mais c'est pas des choses qu'on va donner en projet final à un client. Ce serait fou de pouvoir publier ça. Création du personnage récurrent, donc je pars d'une seule photo et après j'arrive à avoir tout le temps la même nana. Donc ça c'est l'ancienne méthode, je passais avant par Midjourney, maintenant je passe par un entraînement sur le personnage. L'animation vidéo, je pars de cette image. Ensuite j'arrive à ça. Elle court au ralenti. On dirait cette pub là, avec le chien qui courait là, pour les croquettes. Et après, vous arrivez, bah voilà, c'est Runway, ce que je vous disais, c'est le changement de caméra. Donc le seul problème avec Runway, c'est qu'en fait, les personnages ne bougent plus quand vous tournez la caméra. Et aujourd'hui, ça a bien évolué. Je suis partie d'une photo et voilà ce que Kling 1.6 est capable de faire. En fait, il est capable de reproduire les mouvements, super fluides et super réalistes. Et on va le voir un peu mieux avec ça. Je fais du sport par procuration. Et là, on est un peu plus dans le réalisme, on est un peu moins dans ce que j'ai pu montrer là, avec mes pubs, etc., avec les personnages bizarres. On retrouve un peu la fluidité des mouvements. Les limites rencontrées. Ah, pourquoi j'ai parlé de ce projet? Parce qu'en fait, les IA, elles ont de l'éthique. Hein. Donc, quand vous essayez de changer une brassière avec ayant des couleurs en brassière noire, Photoshop, il vous dit non, mais moi, je touche pas à ça. En fait, là, la région du corps que tu as sélectionnée, c'est hors de question. Et vous avez la même chose sur ChatGPT qui, lui, ne veut pas du tout qu'on édite dessus quand on met ce genre d'image. Donc là, c'est la question à se poser. Ok, si demain j'ai un client qui veut vendre des produits de sport et qui souhaite utiliser l'IA, c'est une connerie, je vous le dis. Comment je peux faire pour pouvoir retoucher ces images-là? Montage vidéo, donc ça c'est tout ma timelapse en fait sur After Effects pour montrer que ça se fait pas non plus en un clic et en 5 minutes comme certains voudraient nous le dire. J'aurais pu aller plus loin en utilisant des LoRa, donc ce qu'on appelle low-rank adaptateurs, je vous en ai un peu parlé. Donc ça, par exemple, c'est un dataset d'influenceurs IA, enfin influenceurs IA, je ne l'ai pas utilisé, mais Avatar IA, j'avais fait plusieurs photos et grâce à ce dataset-là, je peux générer du coup des photos de lui comme je veux à l'appel en fait. Donc en fait, j'ai un modèle qui est prédéfini, je rentre un prompt avec le nom que j'ai donné au LoRa et en fait, ça me permet d'avoir des photos toujours de ce personnage-là. On peut le faire aussi avec des vraies photos, mais je vous le déconseille. Jamais je mettrai mes vraies photos sur une IA en ligne. Et on peut même lui appliquer des vêtements existants. Donc je refais exactement la même chose avec le vêtement. Et là, du coup, j'obtiens mon personnage. Donc là, j'ai deux LoRa. J'ai le LoRa d'entraînement sur le vêtement. Je vais avoir plusieurs vues du vêtement, etc. Et j'ai le LoRa du personnage. Et je peux lui appliquer, du coup, la veste. On a toujours des petits artefacts et des différences. Ça, pour le moment, on n'arrive pas trop à régler ce souci. Ça va, vous suivez ou ça va pour tout le monde? Bon, pour ceux qui en ont marre, c'est bientôt fini, ne vous inquiétez pas. Non, parce qu'après, il y a les questions.
Alors, mais l'IA a aussi ses limites. Donc, on en a vu quelques-unes. Les droits d'auteur, vaste sujet sur lequel personne n'a pour le moment statué. Une image créée par intelligence artificielle ne peut pas être protégée par les droits d'auteur car elle doit être originale, elle doit porter l'empreinte de son auteur, elle doit résulter de choix libres et artistiques. Or, un algorithme n'est pas capable de ces choix. Pour le moment, personne n'a droit d'auteur sur l'image générée. Ça, c'est l'Europe qui le dit, c'est pas moi qui l'ai inventé. Donc en fait, en gros, ça veut dire que vous générez des images avec Midjourney ou quelconque IA, en fait, vous n'avez aucun droit dessus. En fait, il faut voir ça comme une banque d'images. Vous allez générer les images. Vous avez le droit de l'utiliser commercialement, mais par contre, elle ne vous appartient pas. C'est-à-dire que si un concurrent décide d'utiliser aussi votre image, il a le droit et vous avez le droit de rien dire, en gros. Alors, ça, c'est la différence. C'est-à-dire que si on prend l'image, on la retravaille dans Photoshop, mais il faut qu'il y ait assez de différence entre l'image générée et l'image que vous avez modifiée pour pouvoir obtenir des droits d'auteur dessus. Par contre, si on prend un plugin qui s'appelle Stable Diffusion dans Photoshop et qu'on génère, on fait exactement la même chose. Hein. On entre le prompt, on génère l'image, ça sort de Photoshop, ça vous appartient parce que ça sort d'un logiciel de création. Voilà. Mais pour le moment, il n'y a pas de législation qui a été faite sur le sujet et c'est pour ça que les clients n'osent pas y aller. C'est pour ça que en partie, les agences n'osent pas y aller non plus parce que du coup, on ne sait pas répondre à ces questions de droit d'auteur. Donc, comment faire? Basez-vous sur la législation française, consultez les conditions générales de vente des plateformes de génération d'images, renseignez-vous sur quelle base de données d'images cette IA est entraînée, spoiler illégal, base de données illégale, suivez les procès en cours et leurs verdicts dans les différents pays. En général, moi je suis ceux qui sont aux États-Unis parce que c'est là où on a le plus de procès. En France, j'en ai pas encore entendu parler et je pense que la législation se fera malheureusement quand il y aura des procès en cours. Ouais. Ouais, sur l'IA Act, mais j'ai l'impression qu'ils prennent pas le problème par le bon sens, en fait. Ouais, il faudra que je le dise, j'ai pas encore... Ah oui? Bah, ce sera ma lecture du soir, alors. Droit d'auteur, donc là, c'était une image que j'avais générée par Midjourney. C'était un projet client, en fait, s'il voulait des voitures qui n'existent pas. Donc maintenant, hein, vous êtes directeur artistique, il va falloir inventer des voitures, il faut vous y attendre. Donc du coup, j'avais généré des voitures. Donc dans mon prompt, j'avais mis voiture qui n'existe pas, hein, tout bêtement. Et en fait, il m'a sorti une Chevrolet. Donc en fait, le réflexe à prendre, si jamais vous travaillez avec les IA, c'est de prendre votre image et de la mettre dans Google Images. C'est un geste qui est tout bête, mais en fait, il faut savoir que des fois, l'IA peut vous générer des images qui ont été prises voilà, suffisamment proches. Et là, on voit bien, hein, on a la calandre qui est pareille, on a les gens qui sont pareils. Il y a même le logo et on a les phares. C'est comme ça que j'ai trouvé que c'était une Chevrolet d'ailleurs. Et on a les phares et là, c'est bingo, vous avez Chevrolet qui commence à vous attaquer parce que vous avez communiqué sur lui alors que vous n'êtes pas partenaire avec lui. Les hallucinations, que ce soit les IA de génération de vidéos, d'images, de sons, elles sont toutes sujettes à ce qu'on appelle les hallucinations, c'est-à-dire une défaillance entre le résultat généré et le résultat attendu. C'est vrai que des fois, on peut être parfois étonné. Voilà. Bon. Il a une tête noire et il a des bras blancs. Là, c'est pareil, on a la main qui est complètement contorsionnée. Le tarif, mon workflow actuel et son coût, donc j'utilise tout ça hors IA local et je suis à 204 € par mois d'IA. Donc ça, c'est aussi une question de budget. C'est comment vous, en tant qu'étudiant, vous allez pouvoir vous former à tout ça si on a des tarifs aussi élevés. En fait, comment on fait en fait? C'est une vraie question et ça veut dire que c'est pas accessible à tout le monde et ça, c'est un vrai problème. Est-ce que l'IA est adaptée à tous les projets de communication? Donc, moi, je trouve qu'il y a une question qu'on ne se pose pas quand on fait des projets en IA, c'est qu'on se dit waouh, la techno, elle avance. Est-ce que je vais pouvoir gagner au niveau budget? Mais en fait, la question, c'est aussi de se poser est-ce que ma cible, en fait, elle est prête à recevoir des créas qui sont faites en IA? Là, c'était pour Chamonix Mont-Blanc. Donc, ils avaient fait ce visuel en IA et il y avait un mec sur X qui avait mis OK, donc la flemme de prendre une photo d'une montagne à Chamonix pour une pub sur Chamonix.
il n'a pas tort en fait, hein. Donc là, pour le coup, c'est complètement... En fait, ils ont voulu surfer sur la vague des IA et c'est raté. Et là, c'est pareil, campagne entièrement générée par l'intelligence artificielle pour sa collection Sunset Dream de Aline Mangotine il y a quelques mois. Et j'avais relevé un commentaire qui était vraiment pas mal. Alors, je ne vais pas vous lire en entier, mais elle ne voit pas en quoi c'est une bonne idée et elle trouve que ça manque d'authenticité en fait. Et c'est ce qu'on va retrouver le plus quand on va vouloir travailler avec des mannequins virtuels, c'est le manque d'authenticité. Est-ce qu'à l'agence, on prospecte des projets IA et est-ce que c'est une bonne idée de le faire? Alors nous, on a pris parti, on ne recherche pas spécifiquement des projets liés à l'IA, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller chercher les clients en disant « Hey, on fait de l'IA, vous voulez un projet en IA ?» Non, en fait, on va faire des projets globaux, on va faire du conseil, de la stratégie et après, on va évaluer si l'IA, elle peut apporter une valeur ajoutée ou pas du tout. Par exemple, vous allez travailler pour un client dans le cosmétique, vous n'allez pas mettre un avatar IA qui va tester la crème. C'est complètement bête en fait. Vous verrez pas le résultat de la crème sur une vraie peau. Après, c'est vrai qu'on a des antirides qui sont testés par des stars qui font du Botox. On peut aussi se poser la question. Le métier des créatifs des agences vont-ils disparaître? Alors, je vais donner mon avis puisque je suis là et c'est moi qui ai le micro, donc du coup, je vais donner mon avis, hein. Non. Pour moi, je ne pense pas. Je pense qu'on sera toujours dans le conseil et la stratégie. Je pense qu'on aura toujours notre expérience, déjà notre expérience humaine, parce que des fois, on va sortir des projets par rapport à des clients. Ça va être des idées qui vont complètement s'éloigner du sujet et après, on va trouver un lien et du coup, ça va être une bonne idée. Et on va aussi parler avec notre expérience passée, avec tout ce qui nous influence. Et ça, c'est des choses que l'IA ne peut pas forcément faire. Après, il ne faut pas oublier aussi que l'IA est un outil, c'est vous qui la dirigez. En fait, il faut vraiment mettre l'accent sur vos idées. Par exemple, en direction artistique, vous basez votre direction artistique et après seulement, il faut considérer l'IA comme votre directeur artistique. Par exemple, vous êtes directeur de création et l'IA devient directeur artistique et va pouvoir peut-être générer d'autres visuels en lien avec votre direction artistique, quoi. Tout ce qui est un peu secondaire. Ça, c'est pour me suivre, voilà. Si vous voulez, si ça vous intéresse. Donc, mon LinkedIn de trentenaire, mon YouTube où je mets mes vidéos avec les personnages bizarres et Orina, donc elle, je vous l'expliquais, c'est mon influenceuse elfique en fait qui est basée sur JDR parce que je suis un peu geek. Donc, en fait, j'ai une partie de JDR avec ChatGPT et elle. Donc, ChatGPT me crée l'histoire et elle va participer au JDR et moi, je fais les posts en fonction de l'histoire. Ouais, c'est con, hein. C'est con, mais ça m'amuse. Voilà, c'est fini. De rien. Merci d'avoir tenu jusqu'au bout, hein. Kundoson. Rainy Viking. Est-ce que c'est vous? Non. On n'entend pas du tout? Non? Si, c'est pas. Alors, comme ça. Alors, on se posait une question, en fait, sur... non, on est plusieurs à se poser la question. Nous, en tant que designer, graphiste, je pense qu'on pourra utiliser ça en tant que voilà, qu'outil. Et ma question, c'est plutôt pour les photographes et des illustrateurs, puisqu'on génère des images. Est-ce que c'est peut-être que eux, leur métier pourrait être un peu en danger, puisqu'on utiliserait de l'IA plutôt qu'aller vers eux. Du coup, ma question, c'est plus par rapport à ça, ce que vous en pensez. Alors, ça va dépendre du client qu'on a en face déjà, de ses valeurs et de son éthique. Est-ce que lui, il va vouloir passer par un photographe pour avoir ce qu'on appelle l'œil du photographe, ou est-ce qu'il va vouloir passer par un designer qui n'a pas forcément les compétences en photographie et qui va lui générer une photographie?
Après, moi, j'ai formé pas mal de photographes aussi dessus, bizarrement, parce qu'ils avaient peur aussi pour leur métier. Et ça a été les meilleurs stagiaires que j'ai pu avoir parce qu'ils avaient déjà les mots-clés, ils avaient le vocabulaire du photographe. Et il y en a même un qui avait eu du coup l'idée de, c'est pour ça que je vous ai parlé d'Elora, de créer un modèle sur ses propres photos pour générer des photos par rapport à son style. Et je sais qu'il y a aussi David Reichmann de l'agence Ogilvy qui l'avait fait aussi en tant que photographe en fait. Mais c'est clair que pour ces métiers-là, mais c'est pour ça que je vous disais que même si vous êtes contre, essayez de suivre quand même les limites, de voir jusqu'où ça peut aller, parce que si vous avez envie de ne pas l'utiliser et de continuer sur votre workflow traditionnel, et c'est tout à votre honneur, c'est de pouvoir construire votre argumentaire derrière. Ok, quelqu'un qui n'est pas photographe, il arrive à sortir des photos comme ça, mais moi derrière, en tant que photographe, qu'est-ce que je peux proposer en plus sans les utiliser? Après, pour les illustrateurs, là, je peux pas répondre. J'ai pas eu d'illustrateur en formation, donc Je peux me permettre, bien sûr. d'une part, il y a déjà des agences de photographes IA qui existent. Il y en a une ici en France qui s'appelle Detroit. Tu vas sur Internet, tu vas voir. Alors, qu'on apprécie ou pas l'IA, mais le boulot existe, quoi. Et d'autre part, je me rebondis sur la notion d'illustration, parce que ce que tu nous as montré, pour moi, c'est déjà et typiquement les pièges de ce qui existe. Parce que ce que tu as utilisé comme base de Midjourney, c'est, je dirais pas une daube, mais c'est le tout venant maintenant d'illustration flat design qu'on voit partout, qui est surutilisé. Et si l'IA ne peut partir que de ça, ça veut dire qu'il n'y a pas du tout de progression créative. Donc pour moi, ça, l'illustration, je pense que ça serait intéressant que continuer à en faire par nous-mêmes, quoi, et qu'on s'amuse. Voilà. Je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a des tendances qui vont se dégager de l'IA et malheureusement, nous, ce qu'on a peur, c'est de s'enfermer aussi dans un style, qu'on vienne s'enfermer dans un style que tout le monde propose et au final, tout le monde va proposer la même chose. Mais c'est pour ça que je vous dis que c'est intéressant de faire du 100% IA et de voir comment, à partir de ce 100% IA, nous, on peut ajouter notre valeur ajoutée, enfin, on peut mettre notre valeur ajoutée et de se dire, OK, qu'est-ce que je garde à la main? Et qu'est-ce que je génère par IA? Et est-ce que j'ai besoin de le générer aussi par IA pour vendre mon truc? Moi, je ne suis pas du tout illustratrice, donc forcément, je vais avoir des petits projets, des petites plaquettes où les illustrations vont être peut-être secondaires, vont juste animer un texte, et du coup, je vais les générer par IA. Donc voilà. Bon, déjà, merci pour la présentation, c'était vraiment super intéressant. Merci. Est-ce que vous pensez qu'un jour, on fabriquera des films ou on exposera des œuvres créées par l'IA? Des films entièrement conçus par l'IA. Bon, un film, c'est déjà fait. Enfin, on commence à avoir des trailers qui commencent à apparaître et des courts-métrages. À savoir que vous avez aussi les agences de production de films qui commencent à faire des partenariats avec certaines boîtes, certains développeurs IA pour eux. Toujours la même chose, savoir ce qu'eux, ils peuvent en faire. Mais aussi négativement, réduire l'équipe, réduire les budgets. Ça, c'est un peu le côté négatif de l'IA. Mais je sais qu'il y a aussi... moi, je connais un directeur artistique qui fait une exposition de ses œuvres IA. Donc, en fait, il les met sur des toiles et il va exposer ça dans des salles d'exposition. Donc, ça commence déjà à arriver. Après, moi, personnellement, j'apprécierais plus une œuvre qui est faite manuellement. Pourtant, j'utilise l'IA à fond, ça fait 2 ans que je l'utilise, mais je serais toujours plus impressionnée par une œuvre qui est faite manuellement que par une image qui est générée par IA. Mais le film, on va y arriver. Quand je vois l'entraînement de modèles, je vois les IA vidéos, ce que ça devient. On met juste une photo du personnage et on obtient une vidéo de lui en action. C'est sûr qu'on va y arriver. Moi, j'avais une question qui s'adresse, je dirais plus aux formateurs. Comment les écoles et les enseignants se préparent aujourd'hui à ces innovations qui sont à portée de main, sans faire d'école, alors que ce soit des écoles de design ou autres, mais il y a quand même un enjeu aussi en termes de recalibrage des formations et de formation des formateurs aussi, parce que ça va très très vite. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est imaginé autour de ça et comment vous envisagez l'avenir avec ça en fait? Alors, je vais parler pour nous. En fait, ça marche, oui. Oui. On est au tout début. Là, vraiment, on est au tout début. Là, on va profiter que Laurie est là pour proposer aux formateurs de se former. L'année prochaine,
on met en place un petit parcours de formation, notamment pour les troisième années où l'IA va être intégrée. On est obligé de l'intégrer, enfin, et c'est fou parce que c'est des études qui maintenant sont en 5 ans, là où beaucoup le faisaient en 2 ans avant. Et en 5 ans, il faut maintenant intégrer à la fois toutes les technologies, mais tous les concepts, toute la culture, Enfin, c'est encore de la technologie à apprendre. Mais oui, il faut qu'on s'y mette, enfin, à bras-le-corps, hein, vraiment. Il faut tant sur les... Enfin, moi, je disais à Laurie qu'effectivement, moi, j'ai fait mes études au début du Mac et les profs apprenaient à travailler sur le Mac au moment où moi, je faisais mon mémoire de fin d'études. Et j'étais au même niveau qu'eux. En fait, je découvrais en même temps qu'eux. Et là, on en est là. En fait, les formateurs vont apprendre en même temps que les étudiants. Vu ce que tu dis, toi, ça, c'est 2 ans, quoi. C'est tellement récent. Ouais, c'est ça, et on continue à se former constamment. En fait, là, vous allez sûrement avoir votre diplôme, et je vous le souhaite. Mais en fait, la formation, elle ne s'arrête pas à votre diplôme. En fait, il va falloir vous former constamment. Moi, je suis en constante formation, que ce soit sur le web, les choses évoluent hyper vite, en fait. Et en tant que directeur artistique ou en tant que graphiste, en fait, on nous demande de tout maîtriser aujourd'hui. On nous demande de tout maîtriser parce que voilà, une seule personne doit savoir faire du web, doit savoir faire de la vidéo, surtout quand on est dans une petite agence. Et faut de la formation constante. Et ça, l'IA, qu'on soit pour, qu'on soit contre, en fait, ça va faire partie de notre métier. C'est avec une évolution pour des questions de budget, pour des demandes clients, parce qu'on a envie d'avoir un contrat par rapport aux concurrents. Et ça va faire partie des choses qui vont être imposées aussi en agence, quoi. Je peux me permettre encore. Je suis désolé. Je pense quand même qu'il y a une chose qui ne change pas et qui reste fondamentale et qui permet à une école comme celle-ci de subsister. C'est que ce qu'on apprend, c'est pas que des outils. C'est d'abord un mode de pensée. Et ce mode de pensée-là, il n'a pas changé. Au contraire, ce que vient de démontrer Laurie, c'est qu'on a plus que jamais besoin d'être capable de poser un concept, d'en faire une idée, et à partir de là, de choisir les bons outils. Le fait est que les outils surgissent là, enfin, des nouveaux outils surgissent là très très vite, mais en même temps, on voit qu'ils ont sacrément des limites, qu'ils sont loin d'être si fiables qu'on le prétend. On voit bien les enjeux industriels et économiques qui sont derrière. À dire tout de suite que c'était formidable et que ça va tout changer. Donc, moi, je pense qu'il y a quand même encore une part fondamentale et importante de réflexion et de pensée qui doit nous occuper, quoi, et qui doit habiter les étudiants. C'est penser d'abord à avoir des idées et à les poser de façon digne avant de vous plonger sur la maîtrise d'un outil, parce que maîtriser un outil, ça, il y a plein de gens qui le feront, mais avoir des bonnes idées, il n'y en a pas tant que ça. Pour compléter par rapport à la question sur le film, on peut avoir la meilleure IA du monde, si l'histoire elle est pourrie, le film est pourri, quoi. C'est même si c'est beau, même si c'est réaliste, même si c'est tout ce qu'on veut, mais il faut d'abord l'histoire. Et en communication, en publicité, c'est pareil, il faut d'abord l'histoire. Par contre, pour rebondir sur ta question et aussi sur ce que Laurie a présenté, Eleven Labs, qu'elle a cité tout à l'heure par rapport au son, vient de se faire tacler parce qu'ils ont balancé avant-hier une bande-annonce pour le prochain film avec Stallone, avec la voix du doubleur original de Stallone en français, qui est un comédien qui est mort. C'est le père d'Aurore Berger, une de nos ministres. Et la famille Berger est absolument scandalisée parce qu'ils avaient donné l'accord pour faire un test, mais pas du tout pour en faire une bande-annonce diffusée. Et d'ailleurs, les studios non plus. Donc, mais ça n'empêche que c'est un coup de poker. Ils le font pour dire, regardez, on est capable de le faire, quoi. Donc, c'est clair que le cinéma, il est déjà dedans. Hein. C'est prêt, quoi. Quel que soit là. Oui, moi j'avais une question par rapport aux... C'est bon ? Ouais, par rapport aux limites. En fait, ouais, je suis ici. Ah ouais. Pardon. Ah, pas de souci. Par rapport aux limites, est-ce que vous citez les limites et c'est ce dont on parle, donc les limites de propriété intellectuelle, etc. Mais quant aux limites tangibles, donc, parce qu'on a tendance à penser qu'on est dans une société où tout est dématérialisé, tout est dans le cloud, etc. Et l'IA est plus que tangible, elle consomme énormément. Donc en fait, cet aspect écologique, comment vous voyez en fait cette consommation ? On peut prendre l'exemple peut-être d'un film où effectivement, sur cet exemple-là, un film va peut-être, s'il est fait par de l'IA, moins consommer que de déplacer des camions, faire des décors, etc.
Mais si on se met tous dans cette pièce à l'utiliser à longueur de journée, qui plus est sur des serveurs, donc dans ces fameux clouds, car nos machines ne sont pas capables de faire des calculs, qu'est-ce qu'il en a à dire en fait? Comment ça va se passer? Ouais, c'est une très très bonne question, surtout quand on voit toutes les vidéos qui sont générées là actuellement. Moi, de mon côté, j'essaye de faire les tests les plus pertinents possibles, mais moins souvent que les autres en fait. Je vais pas, dès qu'une fonctionnalité va sortir, je vais pas générer une petite vidéo pour montrer que j'ai testé la fonctionnalité. En fait, je vais vraiment l'intégrer dans un projet global. Comme ça, j'ai un projet qui est monté et je vais me concentrer que sur ce projet-là et je ne vais pas générer plein de vidéos. Après, j'essaye de passer au maximum sur du local pour ce qui est de l'image, parce qu'avec mon PC, je peux faire uniquement que l'image. Là, il ne prendra jamais en charge la vidéo. Il faut un PC beaucoup plus fort, comme tu peux le dire. Ça, c'est des questions aussi à gérer. C'est... pour moi, avoir ouvert l'IA au grand public, ça a été une connerie. Je le dis, j'ai pas peur de le dire. Je pense que ça aurait dû être ouvert aux professionnels et aux étudiants en design et voilà, les gens qui sont concernés pour des questions écologiques, justement. Ça répond à ta question? Oui, ça répond à ma question. Là, c'était une question plus à une vision de long terme, en fait, parce que c'est un outil, on a tendance à s'imaginer que voilà, dans 10 ans, ça va être encore plus performant, nous, on va tous l'utiliser. Mais en tout cas, moi, mon intime conviction, c'est que ça ne sera pas forcément le cas et ça sera juste pas possible d'une manière tangible et en termes de matière. Ouais, je pense qu'en fait, ça va s'équilibrer déjà parce que les tarifs vont augmenter. Là, pour le moment, c'est sûr que vous avez des forfaits à 5 €, 15 €, les IA qui arrivent gratuitement et après, vous avez les IA qui commencent à devenir payantes parce que vous êtes quasiment accro et que vous avez envie de continuer à l'utiliser. Donc, vous avez lâché 15 € et puis les 15 €, ils vont sortir un nouveau modèle qui va se transformer en 100 € illimité, par exemple. Et tout ça, ça va faire un budget, ça commence à faire le tri. Et pour moi, plus on va avancer, plus les gens vont l'utiliser, plus les serveurs vont être saturés et plus ils vont être obligés d'augmenter leur prix parce qu'ils ne pourront pas réinvestir dans des nouveaux serveurs. Et ça va s'équilibrer sur du coup les professionnels qui vont, j'espère, savoir faire le tri, la part des choses entre ce qu'ils vont garder de traditionnel et ce qu'ils vont garder d'IA pour garder leur identité, quoi. Et j'espère que ça se passera comme ça. Voilà. Moi, je peux apporter une réponse. C'est moche. Bah, tiens, monsieur. Allô. Ah oui. Une réponse complète. Je suis désolé, mais j'étais à fond sur le sujet aujourd'hui. Très technique. Les besoins en électricité de Meta, Microsoft et OpenAI ont augmenté de 160% de 2017 à 2024. Et on pense que ça va encore augmenter de 160% d'ici 2030. Donc c'est demain. Au-delà de ça, on sait aussi que ChatGPT a besoin de construire un serveur qui va consommer à peu près l'équivalent en électricité de l'Espagne. Donc il y a bien un moment donné où on ne pourra pas aller jusqu'au-delà de... Ça fait partie. Et oui, mais ça fait... on ne parle que des... Mais ça veut dire qu'il y a des limites tangibles à l'usage de ces technologies qu'on ne pourra probablement pas dépasser. Mais c'est ce qu'on appelle le scaling, c'est que tu as une échelle de valeur qui, pour le moment, semble infinie, ou en tout cas qui peut toujours augmenter. Mais à un moment donné, elle va se confronter à des réalités pratiques qui sont, on n'a plus les matières premières, ou on n'a plus l'eau, ou on n'a plus la place, ou on n'a plus la puissance, et ça va limiter l'usage. Donc, c'est aussi pour ça que je pense que c'est important de garder en tête un crayon et un papier, ça marche aussi. Hein. Et on peut faire plein de choses. Autre question? Oui, tu parlais avec beaucoup de scrupules et une expérience liée au web, au print, mais parce que tu as vécu cette expérience et effectivement tu reconnais le travail artisanal entre guillemets. Maintenant, la question qu'on peut se poser, surtout dans la formation, c'est qu'on a des élèves ici qui vont découvrir l'IA, mais qui ont découvert aussi ce que c'est que d'utiliser un crayon, etc. Maintenant, dans les générations suivantes, qui n'auront connu que peut-être l'IA,
où là, peut-être les scrupules seront plus les mêmes, et forcément, avec moins d'expérience et avec peut-être aucune expérience sur l'aspect artisanal. On le voit avec les artistes. Tout à l'heure, tu as montré des œuvres d'artistes DA, et pour toi, c'était pas concevable, hein, de se déclarer, parce que tu viens aussi d'un univers qui n'est pas celui-ci. Maintenant, est-ce que dans 20 ans, un artiste, un graphiste qui ne viendra que de l'IA quasiment, hein, peut-être, ça va dépendre aussi de l'évolution de nos formations. Est-ce qu'il aura la même pensée, le même regard sur... voilà, c'est la question qu'on peut se poser peut-être. Ouais, je suis d'accord. En fait, nous, on a peur aussi, enfin, pour en avoir parlé avec plusieurs personnes, on a peur que pour les générations futures, en fait, ils apprennent que l'IA, ils apprennent plus les influences qu'on a pu avoir. Par exemple, moi, quand j'étais aux Beaux-Arts, j'ai découvert Vincent Perrottet, et moi, c'est ce qui m'a donné envie de faire graphiste, en fait. Et franchement, ça me désolerait de voir des gens qui font que l'IA, mais qui n'ont pas de culture graphique, qui savent plus refaire la technique derrière, faire des montages sur Photoshop, parce que maintenant, ça se fait, par exemple, dans ConfUI. Je vous montrais ConfUI. Demain, pour les élèves que je vais avoir en cours, je vais vous montrer un workflow où on va passer d'Adobe Firefly à Photoshop, etc. C'est un workflow que j'avais montré à un pote qui, lui, utilise que des IA locales. Il me dit, mais attends, Laurie, en fait, moi, j'ai mon workflow en local, je fais mon prompt, j'appuie sur un bouton et j'ai exactement le même résultat, en fait. Mais après, ça dépend aussi des designers. Moi, mon métier, je l'aime bien et jamais je ferai un logo par IA, en fait. Ça, c'est hors de question. Enfin, pour moi, le logo, c'est vraiment jouer avec les formes, aller chercher l'identité graphique. Ça, c'est quelque chose d'important. Et franchement, ça me désolerait que demain, il y ait des designers qui fassent leur logo avec l'IA. Je me dis, elle est où la passion, en fait? Enfin, moi, franchement, entre un prompt et générer un logo, et après aller boire un café, et ça se fait, enfin, ça ne m'intéresse pas, en fait. Moi, j'ai envie de rester dans mon métier, j'aime bien mon métier. Il y a des recherches qui sont faites, de la veille qui est faite, que j'aime bien faire, et j'ai pas envie de me transformer en designer qui crée un prompt. Et voilà. Donc moi, la façon dont je travaille avec l'IA en agence, c'est-à-dire que je vais générer des éléments et après je vais refaire ma composition sur Photoshop ou sur InDesign. Je vais créer ma typo moi-même, etc. Donc c'est vraiment des éléments qui vont venir parsemer ma composition, comme des éléments que j'aurais été chercher sur Adobe Stock, par exemple, ou j'aurais été chercher sur FreePic, parce que c'est aussi une plateforme d'image et d'illustration. Donc les choses que je ne sais pas faire, je génère par IA et derrière je refais ma composition graphique moi-même en lui donnant une identité, etc. Donc voilà. Ça marche. Mets-toi plus proche. Mais là, ça marche là? Ouais, donc une question peut-être un peu plus politique. On voit ce qui se passe avec les réseaux sociaux et comment Musk et Zuckerberg tombent dans le Trumpisme, voire le fascisme, hein, enfin, ce qu'ils appellent libertarianisme. Aujourd'hui, les IA, quand tu lances un prompt, elle va te proposer quelque chose. Est-ce qu'il y a un risque, selon toi, que ce qu'elle te propose soit orienté? C'est-à-dire qu'on arrête de te montrer des personnes racisées ou des personnes avec une orientation sexuelle différente, etc. En fait, tout dépend de la base de données, comment elle a été construite. Et tout Parce que, dépend enfin, si- juste pour rappeler, au départ, Musk et Zuckerberg étaient plutôt des démocrates au sens américain. Ils étaient plutôt du côté gauche de l'échiquier. Maintenant, ils sont tombés du côté obscur de la force. Alors, est-ce que Ouais. les gens qui sont aux manettes de tous les logiciels que tu nous as montrés, toutes les plateformes, est-ce qu'ils ne peuvent pas un jour dire, tiens, on arrête de faire ci? Par exemple, la brassière, c'était passé une question morale, là? C'est parce que c'était la poitrine de la femme que... Oui. D'accord. Ouais, et parce Donc, qu'il tu y vois, a c'est de un la peau, exemple. en fait. Et parce qu'il y a de la peau. Et en fait, tout ce qui concerne la peau, Photoshop aime pas, en fait. Ils se disent, OK, il y a de la peau, je vais pas proposer quelque chose et me mettre en péril.
Ça, c'est l'éthique de Photoshop. Et Midjourney ont exactement la même éthique, entre guillemets, pour ce qui est de génération d'images. C'est que dès qu'il y a de la peau, dès qu'il y a un peu de nudité... Pourtant, des fois, vous allez générer des images sur Midjourney, vous ne demandez pas une femme à poil, vous avez une femme à poil. Hein. Enfin, bon, c'est encore un autre problème. Mais ils bloquent, comme ça, ils se protègent, ils se disent « Ok, tu vas pas faire n'importe quoi avec cette image-là, en fait ». C'est plus une façon de se protéger. Après, pour tout ce qui est Musk et Zuckerberg, eux, ils ont pris le pli de se dire il n'y a plus aucune modération. C'est-à-dire, vous allez sur Grok, il y a quelqu'un qui a voulu générer Mélenchon en train d'embrasser Marine Le Pen. Bah, il a réussi, quoi. Donc voilà, il n'y a plus aucune modération. Et Zuckerberg, il a fait sa déclaration sur Instagram. C'est pas que ça. C'est carrément la cérémonie d'investiture de Trump, elle sera sponsorisée par Musk et par Zuckerberg. Et c'est pas juste on se protège entre guillemets des vilains juges qui vont c'est un peu ça. Oui, je disais, pardon, pour ceux qui sont derrière, qui n'ont pas entendu, c'est que là c'est pas juste on se protège, c'est on oriente le truc. Et dire, entre guillemets, j'ai fait ça pour me protéger, c'est un peu une tartufferie, quoi, pour moi. C'est un truc qui se fait après coup. Et dire on ne modère plus rien pour Zuckerberg et Musk, c'est aussi, c'est pas vrai non plus. C'est-à-dire qu'on pousse certains contenus. C'est pas juste, on met en premier les trucs les plus dégueulasses qui circulent, quoi. Parce qu'ils ont mis aucune restriction à leur IA aussi. Oui, voilà, mais aussi... Après, ça dépend de la base de données de départ. Enfin bon, moi je pense mais qu'il y a des intentions. remonter, hein. Je pense qu'il y a des intentions moins neutres que Je suis ça. d'accord. Moi, je pense que l'intention première, c'est pas, c'est le pouvoir par l'argent. Et c'est autre chose, en fait. Enfin, on peut en débattre là, mais c'est un peu un débat, je trouve. Oui, mais qui passe par le fait de gagner beaucoup plus d'argent. Moi, je pense qu'ils font ça pour la notoriété aussi, parce que Musk, il est blindé. Sam Altman, c'est pareil. Sam Altman, il cherche pas l'argent, en fait. Lui, son entreprise, elle est complètement sous l'eau. Mais lui, c'est pas ça qu'il cherche. En fait, lui, il veut sortir son AGI, son intelligence artificielle générale, et il veut être le premier à sortir. Déjà dans les lignes, mais ce que je veux dire, c'est que la déclaration d'un Zuckerberg, elle est enrobée par le côté masculiniste, machin, etc. Mais c'est quand même d'abord et avant tout se garantir le fait de ne pas avoir de problèmes financiers avec un nouveau gouvernement. Point barre. C'est sûr. Oui. Non, je pense qu'il cherche va manger ensemble aussi du côté de Musk. Voilà, il a d'autres projets à financer et je pense qu'il cherche aussi des financements et des validations, en fait. Ils sont bien plus puissants, Meta. Ils ont 3 milliards d'utilisateurs. Ils ont la moitié de la planète avec eux. C'est bien plus que Elon Musk. Beaucoup plus. Donc, c'est pas... Le problème, c'est bien de dépasser toute forme de tempérance ou de refus de la part de l'État américain pour le moment. Et après, évidemment, de prendre le pouvoir. Mais c'est autre chose. Juste pour revenir à l'aspect formation et par rapport à nos étudiants qui sont là. Tu disais tout à l'heure que effectivement la question c'était est-ce qu'il y aura toujours des graphistes Oui. Est-ce qu'il y en aura autant? Non. Voilà. Parce que effectivement le risque, et c'est peut-être eux qui pourront l'atténuer, ce risque, c'est que maintenant, j'ai rien contre les chefs de projet, bien au contraire, mais maintenant, dans beaucoup d'agences, il y a des chefs de projet qui ont de très bonnes idées. Alors, souvent, ils sont à l'origine de certains projets, même créatifs, et qui, avec maintenant ces outils, pourront faire du rough de très haute volée et presque le présenter à des clients. Et donc ne plus forcément avoir besoin d'une aide de direction artistique. Alors par contre, là où la différence se fera, où elle peut se faire encore, c'est la notion d'idée. C'est qu'effectivement, on essaye de créer des conceptrices et des concepteurs. Et ça, c'est la vraie valeur ajoutée,
par rapport à quelqu'un qui va, parce que moi je connais des chefs de projet qui sont très doués à l'IA et qui sortent des choses très fortes, mais qui n'ont pas forcément encore l'idée, parce que c'est pas leur métier, c'est pas leur fibre. Donc je pense que là, je sais pas ce que tu en penses, mais la vraie valeur ajoutée, va falloir aussi la développer à ce niveau-là, l'audace et la créativité, et ce qui fera une différence par rapport à une image créée. Bah, je pense, après nous, chez Adrénaline, on a pris le parti pris de chacun à sa place. Et donc les chefs de projet gèrent les projets, ils font d'autres tâches, mais les DA reçoivent les briefs et s'occupent du projet de A à Z. C'est vrai que je suis directrice artistique, mais je ne l'ai pas précisé, j'ai pas de directeur de création dessus de moi, donc du coup je prends le projet de A à Z, donc je reçois le brief. On fait les conceptions d'idées, donc soit avec une rédactrice conceptrice ou soit seule pour l'identité visuelle. Je propose des choses qui vont être validées ou non en interne, on propose au client, je gère les retours et derrière je gère la remise des fichiers. Donc c'est vraiment de A à Z. Par contre, les chefs de projet ne font pas des rêves sur mi-journée. Mais ça peut être un risque. Ça peut être un risque, ouais. Dans d'autres agences, ça peut Réduire être un un risque. petit peu la... Ouais. Encore une ou deux questions. Est-ce que c'est... Moi, je voudrais juste revenir sur la question de la formation, liée à la question de tout à l'heure, mais c'est évident que les écoles de design doivent aller vers l'IA. Mais effectivement, en tout cas dans cette école, on est en résistance. D'ailleurs, je vais reprendre ce mot-là tout à l'heure, sur la question de l'apprentissage par le plastique, par le dessin. Et c'est un vrai combat, vous savez, parce qu'on sent que la tendance est de diminuer de plus en plus cette partie-là. Là où avant, on avait des heures et des heures de dessin, de croquis de modèles vivants, de nature morte, d'études documentaires. Et là, on a l'impression que de plus en plus, on doit voler ces heures-là parce que la technique devient tellement grande qu'en définitive, on est obligé de voler ces heures-là, même sur la question de la culture graphique, la culture d'histoire de l'art, ou de la pensée critique, qu'on peut appeler philosophie, etc. Tout ça, c'est des choses qu'on développe encore ici, mais c'est un combat. Vraiment. Et là, on a l'IA qui se rajoute. Effectivement, il faut qu'on se forme. Et ça serait scandaleux qu'une école de design ne prenne pas cet outil vraiment... ne permette pas aux étudiants de posséder cet outil. Mais ça se rajoute à tout le reste, en tout cas. Une dernière question. Non, c'est pas une question, je m'excuse. Il y en a une. Ah bah oui, alors. Allô? Alors, moi, je vois pas en quoi, du coup, c'est évident qu'on soit formé à l'IA, parce que j'ai fait un petit résumé dans ma tête de ce que j'ai entendu aujourd'hui. C'est énergivore, et ça risque de l'être encore plus. Nous, on est une école éthique, du coup. On essaie de faire attention à ça tous les jours. On apprend à faire attention à ça, même dans notre design. Donc, pour moi, déjà, c'est une barrière, le fait que ça soit énergivore. Et pourquoi pas plutôt profiter de ce temps pour justement améliorer l'axe que Lionel a dit, c'est-à-dire le fait qu'avant tout, on ait des idées, on est des concepteurs. Donc, je ne vois pas l'évidence, du coup, moi je vois que des barrières pour l'instant au fait de prendre des heures d'apprentissage pour apprendre l'IA. J'en profite aussi pour dire qu'on a fait le parallèle tout à l'heure avec le fait qu'il y a eu l'arrivée du Mac, mais l'arrivée du Mac, c'est l'arrivée d'Adobe. Et l'arrivée d'Adobe, c'est typiquement ce qu'on faisait manuellement, mais digitalement. C'est-à-dire, il y a le lien entre le manuel et le digital. Les outils sont vraiment que des copies du manuel. Alors que là, en écrivant des prompts, je ne vois pas où est le rapport avec notre métier de base. C'est tout pour moi. Je réponds juste avant que tu répondes, mais vraiment bravo. Parce qu'on est dans cette dichotomie aussi. C'est-à-dire que la question écologique, elle est évidente. Et d'ailleurs, tu l'as dit aussi. Enfin, c'est une vraie problématique. Après, moi, je dirige cette école. Je suis censée faire que vous ayez du boulot après. Et les agences, évidemment, s'en emparent pour des questions de coût. Donc, à quel moment il va y avoir une réflexion là-dessus? Je pense que c'est votre génération à vous qui allez peut-être stopper ou développer cette question-là. Mais moi, mon rôle, c'est quand même de vous préparer
de vous préparer quand même à ce qui va se passer, qu'après vous allez accepter ou pas et développer ou pas dans votre pratique individuelle ou dans les agences. Mais j'en profite juste parce qu'après, on va séparer. Mais je voudrais dire que la prochaine conférence, qui sera certainement le 24 février, s'appellera Résistance. Elle sera menée par quelqu'un qui s'appelle François Caspar et qui réunit des affiches d'affichistes internationaux autour de la notion de résistance, dont François Perrotet. Et voilà, il viendra faire une conférence là-dessus. Et quelqu'un comme François Caspar ou ces affiches-là n'ont rien à voir avec l'IA. Évidemment, il y a encore ça. Mais l'affiche, vous remarquerez, est de moins en moins présente dans les villes. Ou quand elles y sont, c'est quand même assez mauvais, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, bah oui. Mm. Ça change, bien sûr. Hein. Ouais. Je crois que de toute façon, quand tu fais un métier comme celui que tu choisis, tu es obligé de connaître les outils qui sont à ta disposition, même si tu ne les emploies pas. Et on n'est pas tous motion designers, mais il faut quand même comprendre ce que c'est le motion. En fait, le rôle de Laurie en tant que DA, comme le mien, comme celui de Lionel, comme les vôtres futurs, c'est d'être justement directeur artistique. Donc de savoir au moins échanger avec des gens qui ont maîtrisé parfois des techniques bien mieux que vous, mais dont vous pourrez comprendre comment ils veulent orienter la demande que vous faites et est-ce que ça correspond à votre attente. Ouais, et moi, je voulais juste rajouter un tout petit truc par rapport à ce que tu as évoqué, Cathy, c'est les notions de culture. Je crois que tu l'as dit, mais et si Laurie, tu l'acceptais, je voulais bien que tu reviennes sur parce que moi, ça m'a frappé sur la slide sur Leonardo AI tout au début dans ce qui existe aujourd'hui. Parce que je ne sais pas s'il y en a d'autres que moi qui ont remarqué un détail, mais moi, ça m'a fait bondir. Donc c'est vraiment celle où c'est une slide où on voit en fait ce qu'on peut faire à partir d'une image introduite dans Leonardo. On arrive c'est encore plus haut. Celle où il y a l'espèce de voilà. C'était effectivement celle où il y a la Joconde. Voilà. Alors, je ne sais pas si personne s'est rendu compte d'une chose qui, à mon sens, justement relève de notre culture. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont gênés ou pas gênés par quelque chose? Ça n'est pas la Joconde. C'est pas l'original. Donc ça veut dire que l'outil se fie à quelque chose qui est un faux et vous produit un succès d'année encore plus faux. Mais ça, c'est aussi un problème des intelligences artificielles et des modes de recherche. Hein. On avait eu le cas l'année dernière sur une slide. Votre rôle en tant que DA, c'est aussi d'asseoir une culture globale, graphique, de plus en plus conséquente, parce que ces outils-là n'ont pas la capacité à distinguer le vrai du faux. Donc ça, c'est vraiment capital. C'est assez bizarre, quoi. Voilà, merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une... Oui, pardon, vas-y. Bon, moi, je ne suis pas de votre génération, mais justement, je voulais dire quelque chose parce que tout a évolué au fil du temps et des années. J'ai une formation artistique, évidemment, classique, même très classique, hein, Beaux-Arts et école d'art appliqué. Et donc, j'ai commencé ma carrière en dessinant, en étant designer et en faisant les dessins, évidemment, à la main, mes plans, mes perspectives, etc. Ça a évolué. Il y a eu l'arrivée de Adobe. Je me suis mise, oui, mais je préférais le dessin à la main. Il y a eu l'arrivée CorelDRAW et compagnie pour faire les perspectives, etc. Et c'est là où le regard du client va être important. C'est-à-dire qu'il y a des clients qui vont se satisfaire de quelque chose de normalisé. Or, je pense que l'IA, c'est quelque chose qui uniformise, tout devient à peu près pareil. Tu l'as
dit tout à l'heure, on a l'impression d'être toujours dans le même univers. Et puis, il y a la créativité, donc ça en vient à ce que tu disais tout à l'heure, qu'il faut vraiment développer la créativité. Et un jour, dans mon agence, j'ai un de mes assistants qui dit « Ah non, là, on n'a pas trop de temps, on va faire les perspectives, je te les fais, moi, avec CorelDRAW. » Voilà. Je dis « Bon, ça me dérange un peu, mais pourquoi pas ?» Voilà. Et on va présenter les plans à mon client, qui est un client dans le luxe, et qui regarde et fait « Mais c'est quoi ça ? Mais ça ne correspond pas à notre image. Non mais attends, là vous me refaites vos plans et vos perspectives à la main. On a vraiment besoin de savoir, de se rendre compte de ce que ça va être, de la sensibilité, des valeurs, etc. Et ça, c'est très important. Donc ça rejoint ce que tu dis, il faut vraiment continuer à développer votre créativité, développer votre savoir-faire artistique, continuer à pratiquer du tradi. Moi, c'est ce que j'appelle ça le tradi. Et par ailleurs, en effet, si je suis là ce soir, parce que c'est justement parce que je m'intéresse quand même à l'IA, qu'à 70 ans passés, je veux quand même savoir ce que c'est, éventuellement savoir l'utiliser pour continuer, pour évoluer, mais ne laissez surtout pas de côté votre imagination, votre créativité qui n'appartient qu'à vous, qui n'appartient qu'à l'humain. Voilà. Et vous aurez toujours des clients qui apprécieront cela. Voilà, merci, pardon. Merci Isabelle. Moi, je voulais juste réagir sur quelque chose. C'est juste que, comme dit pendant cette présentation, l'IA, de toute façon, elle s'inspire d'images déjà faites. Donc, il y a un moment où elle va s'inspirer d'elle-même et que ça va stagner. Et je pense que nous, notre objectif maintenant, c'est comme à l'époque où l'invention de l'appareil photo est arrivée et que les artistes savaient plus comment faire pour se démarquer, on va devoir trouver une solution pour aller au-delà et se démarquer de ce qui est fait et ce qui stagne. Ouais, je suis d'accord. Après, moi, je suis en agence et je m'intéresse à l'IA parce que je suis en agence. En fait, j'ai commencé avec une première année de BTS horticulture, ce qui n'a rien à voir, hein, avant mon année de Beaux-Arts. Et je pense que si j'étais restée dans ce métier-là, je ne me serais pas intéressée aux IA. En fait, si je suis l'évolution, c'est aussi par peur pour la suite de mon métier, en fait, et pour la suite de ma carrière, parce que je me dis, si demain, j'utilise pas l'IA, que ma boîte, elle coule, j'espère pas, Adrénaline, j'espère qu'elle va prospérer, mais voilà, il y a un moment où mon boss, il va reprendre sa retraite, et moi, je serai toujours actif, quoi. Et j'ai pas envie d'arriver avec mes CV et de dire non, en fait moi je pratique pas l'IA et on va dire désolé mademoiselle, mais aujourd'hui c'est un problème économique, c'est un problème de productivité en fait. On a besoin de quelqu'un qui sache utiliser. Après vous pouvez très bien vous lancer en freelance et prendre un parti pris et faire une force en disant voilà, moi mon parti pris c'est de pas utiliser l'IA et c'est que du tradi et c'est ma valeur et c'est ce que je vous vends. Ça c'est tout à fait possible aussi. Mais si vous cherchez en agence, il faut vous attendre à ce que dans quelques années, ce ne sera pas cette année, ce ne sera pas l'année prochaine, mais dans quelques années, est-ce qu'on voit des offres d'emploi où on demande à maîtriser Midjourney, où on demande à maîtriser Runway, ou je ne sais quelle IA qui sortira à ce moment-là, parce que c'est sûr qu'il y en a d'autres qui sortiront. Et à ce moment-là, il faudra être, comme on est là actuellement, un couteau suisse à savoir tout faire, de la vidéo, de la 3D, parce que vous avez de plus en plus de choses qui se facilitent. Vous allez mettre une image en 2D, il va vous la sortir en 3D et vous avez un truc modélisé et voilà quoi. Et donc et c'est des choses qu'il va falloir du coup faire et il faudra vraiment s'intéresser à tous les métiers du design et ça va être compliqué si vous vous intéressez pas à l'IA et si vous la manipulez pas. Après moi ce que je peux vous conseiller c'est de garder dans ce cas-là des projets personnels où là vous vous éclatez, où vous allez faire que du tradi, mais en agence vous risquez d'être confronté à ce genre de soucis quoi. Voilà. Tout simplement. Merci beaucoup, Laurie. De rien, merci de m'avoir écouté. Merci, comme d'habitude, vous pouvez aller voir Laurie et lui poser des questions.